Nous sommes le lundi 11 février. Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Incendie dans un bureau de la commission électorale à 6 jours de l'élection présidentielle au Nigeria. Nous en parlerons avec notre correspondante et nous reviendrons sur l'insécurité, principal enjeu de ce scrutin. Ebola fait 500 morts en 6 mois en RDC. Des pays voisins comme le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Rwanda sont en alerte. Et en fin de journal, les confidences de Hugues Fabrice Zango. Le jeune Burkinabé est le meilleur performeur mondial de la saison en triple saut avec un bond à 17,58 m. Je vous le disais en titre, au Nigeria, un incendie a ravagé un bureau de la commission électorale de l'État du Plateau. 6 jours avant les élections générales, des urnes et des bulletins de vote ont été détruits. La police enquête sur la cause de l'incendie, mais selon Adejouan Soyinka, rédacteur en chef de BBC Pidgin, ces incidents se produisent à chaque cycle électoral. Pour en savoir plus sur cette affaire, les précisions de Mayeni Jones, notre correspondante à Lagos. Oui, suivant cet incident, selon la commission électorale du Nigeria appelée INEC, ils disent que près de 6000 cartes d'électeurs ont été brûlées dans cet incendie, ainsi que d'autres documents électoraux. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident a lieu. Juste la semaine avant, donc le 2 février, dans l'état d'Abia, dans le sud-est du pays, il y avait eu un autre incendie dans un bureau d'INEC. INEC affirme pouvoir remplacer toutes les cartes d'électeurs et tous les documents électoraux qui ont été brûlés ce samedi avant le vote de ce week-end. On ne connaît pas encore la cause de l'incendie. La police, comme vous avez dit, fait ses enquêtes, mais INEC a admis que ça fait partie d'une tendance émergente, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils disent qu'il est encore trop tôt pour savoir si c'est du sabotage. L'insécurité, justement, est l'un des thèmes au centre de la campagne présidentielle. Le vainqueur du scrutin devrait notamment relever le défi que pose Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon l'ONU, l'activité de Boko Haram a engendré une catastrophe humanitaire qui affecte 7 millions de personnes. Regardez ce reportage de Mayeni Jones et la Norizine Konkobo. Une grogne des plus vulnérables de la société au Nigeria. Il s'agit d'un haro sur l'insécurité qui les a contraints à fuir ici. À une semaine de la présidentielle, voici une partie de l'électorat qui se dit abandonnée. Ici, notre reporter au Nigeria, elle a parlé à ces femmes qui disent avoir été contraintes à fuir pour se réfugier dans un camp pour déplacés internes. Dans le camp, elles seraient délaissées pour compte, oubliées du gouvernement dont elles n'ont reçu aucun vivre depuis plus de 2 mois. Une illustration des difficultés quotidiennes qui se présentent aux déplacés internes. Dans le siège de la manifestation, des affiches électorales vandalisées. Le message sur ce qui reste de cette affiche, une invitation à faire confiance à un candidat et à son colistier. Mais faire confiance aux politiciens, il n'est pas question pour Fatima Adamou et ses amis. Fatima, qui a de la peine à subvenir à ses besoins et à ceux de ses 5 enfants, n'ira pas aux urnes samedi prochain. Je ne pense pas que je peux voter, dit-elle. J'ai faim, je meurs de faim. Et dans ces conditions, je ne pense pas que je pourrai aller voter. Fatima est pourtant l'une des rares déplacées à détenir une carte électorale. En prenant fuite, la plupart a abandonné son titre de vote. C'est le cas de Suleiman Abacha. Je ne suis pas content du tout, dit Suleiman. Je n'ai pas ma carte d'électeur et si notre sécurité était plus garantie, nous pourrions vaquer à nos occupations quotidiennes, nous pourrions aller à la pêche ou aller travailler nos champs. Il espérait contribuer à installer un nouveau gouvernement capable de mettre fin à la terreur que Boko Haram sème depuis plus de 10 ans. Parmi les enfants, il y a toute une génération qui n'a connu que la violence. Pour beaucoup, la paix reste une perspective lointaine. Ils sont fatigués de la vie de déplacés et de devoir compter sur les autres pour subvenir à leurs besoins. Sur les affiches électorales, de nombreuses promesses donc, mais qu'ils aillent aux urnes ou pas, ces milliers de déplacés au Nigeria sont impatients de voir se concrétiser ces promesses, notamment les promesses de s'attaquer à l'insécurité. Le seuil des 500 morts franchi en 6 mois d'épidémie Ebola dans l'est de la RDC.
Au cours des 6 derniers mois, près de 800 personnes ont été affectées. 502 sont décédées, 271 personnes ont pu être soignées. En dépit de cette augmentation du nombre de morts, les autorités congolaises estiment que le pire a été évité. Je crois qu'on a bien contrôlé l'épidémie dans tous les hotspots de départ, l'épicentre à Mangina, à Beni. Et je crois qu'ils sont également parvenus à contenir la progression de l'épidémie qui n'a atteint aucun des pays voisins. On reste avec un épicentre, un hotspot plutôt autour de Katoa, qui est une zone de santé juste à côté de Butembo. Et là, il y a une spécificité, c'est que c'est la zone dans laquelle on a eu le plus d'hostilité, le plus de réticence, le plus de délinquance urbaine qui ont un impact négatif sur le déroulement des activités. Je crois qu'une fois que la situation à Katoa sera maîtrisée, je crois qu'on ira vers la fin de l'épidémie. Le reste de l'actualité en bref et en images. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi a officiellement pris la présidence tournante de l'UA et remplace Paul Kagame du Rwanda, qui a multiplié les initiatives durant son mandat, notamment en faveur de la réforme de l'organisation. Al-Sisi a promis de poursuivre les chantiers engagés par son prédécesseur, dont celui de l'autofinancement de l'Union africaine. En Algérie, la machine pour la réélection d'Abdelaziz Bouteflika est lancée. Malgré son état de santé dégradé depuis un AVC en 2013, le chef de l'État briguera à 81 ans un 5e mandat lors de l'élection présidentielle du 18 avril. La décision du président, qui ne s'est plus adressé publiquement aux Algériens depuis 2012, a été annoncée via un message à la nation. Hier, au Mali, un front religieux contre le gouvernement du Premier ministre Soumelou Boubaye Maïga a rassemblé 60 000 personnes dans un stade de Bamako. Le président du Haut Conseil islamique, très influent dans ce pays à majorité musulmane, s'en est pris au gouvernement. L'imam Mahmoud Diko a critiqué la gestion des affaires de l'État et appelé à la démission du gouvernement. Les négociations entre Londres et Bruxelles sur les modalités du Brexit sont bloquées. Et théoriquement, le Royaume-Uni pourrait sortir le 29 mars de l'Union européenne sans accord de transition. Un départ abrupt fortement redouté par le milieu d'affaires. Et pour s'en rendre compte, la BBC s'est rendue aux Pays-Bas, un pays qui exporte des fruits et légumes d'une valeur de 1,4 milliard de dollars par an vers le Royaume-Uni. Claire Onemenzi. Voici des oignons hollandais frais. Commandés ce matin, ils arriveront au Royaume-Uni ce soir. Les commandes arrivent, les camions sont chargés et arrivent le jour même au marché. Si ce processus est touché, cela signifiera que nous ne pourrons pas avoir accès au marché et que nous ne pourrons plus livrer les marchandises aussi vite. Et aussi que ni la fraîcheur ni les prix seront au rendez-vous. Le Royaume-Uni est le 2e marché d'exportation des Pays-Bas. Et les producteurs néerlandais veulent s'assurer que le Brexit ne perturbe pas cette chaîne d'approvisionnement efficace. Ils ont donc mis au point un concept de voie verte, un système numérique pour accélérer le dédouanement des produits périssables dans les ports. Il permettra en théorie d'effectuer les procédures douanières avant l'entrée des camions dans le terminal. Ainsi, les douaniers britanniques pourraient contrôler les chargements des camions à distance avant que les véhicules ne débarquent. Des voies vertes ou des voies rapides, peu importe, serait une bonne idée pour accélérer le processus. Mais pour être honnête, nous ne pourrons pas le faire avant le 29 mars s'il y a Brexit, car nous n'avons que 3 portes pour le fret dont nous avons besoin tous les jours. Actuellement, les capacités du fret sont améliorées et les politiciens pro-Brexit affirment que les craintes liées au retard sont exagérées. Ils soulignent également que le président du port de Calais en France n'a pas d'inquiétude sur d'éventuelles perturbations. L'actuelle zone douanière de libre-échange a permis aux Pays-Bas d'être le fournisseur du Royaume-Uni. Un certain nombre de supermarchés britanniques disent déjà ne pas avoir la capacité de stocker des aliments frais. Et ces légumes néerlandais seront encore plus recherchés en mars lorsqu'ils ne seront plus de saison au Royaume-Uni. Et notre coup de projecteur ce lundi, personne ne saute plus loin que lui. Lui, c'est Hugues Fabrizongo, recordman d'Afrique de triple saut et détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année avec un bond à 17,58 m. À 25 ans, le champion burkinabé est aussi un brillant étudiant en génie électrique. Il s'est confié à nos collègues de BBC Sport Afrique.
arrivé dans l'athlétisme un peu par hasard. C'était en 2011, lors d'une compétition scolaire. Je viens d'obtenir mon Master 2 en génie électrique. Il y a toujours des périodes où il faut faire des compromis en fait. Et c'est souvent les périodes des examens, c'est-à-dire en décembre ou bien en juin. Surtout en juin, c'est un peu plus dur pour moi parce que c'est les rentrées en fait, effectivement, des compétitions. L'objectif, c'est d'aller au championnat du monde très fort et puis pourquoi pas réaliser une très bonne perf et puis la première médaille du Burkina, enfin! Pour moi, quand on dit Burkina Faso, je suis tout de suite fier et j'aimerais que lorsqu'on dise Burkina Faso, on associe mon nom. C'est ça. Moi, j'aime le rap engagé, j'aime un peu plus Youssoupha, je dirais. Mais appelle-moi Youss, on se connaît. Grims, on se connaît. Lyriciste band, mais avant tout, on se connaît. Blackbird, partout, de partout, on se connaît. Parle-nous d'amour avant de parler de monnaie, Youss. Si c'était pas une personne, j'allais appeler Dieu. Mais si c'est une personne, c'est ma maman. Si tu sens que quelqu'un a besoin de toi, aide la personne. C'est ça ce que mon papa dit tout le temps. La meilleure chose serait peut-être d'être tombé amoureux. Voilà. Donc c'est une belle chose, hein, l'amour. Là, si tu veux commencer l'athlète, il va falloir serrer les dents parce que là, il y aura des moments où tu vas stagner, il y aura des moments où tu ne vas même plus avoir confiance en toi. Mais c'est en ce moment-là que tu dois vraiment travailler. C'est vraiment de gagner la médaille d'or aux Jeux de Tokyo. C'est ça en fait que je veux. Et poursuivons toujours avec du sport. Un mot sur la Première Ligue et l'impressionnante victoire 6-0 de Manchester City hier face à Chelsea. Triplé pour Kun Agüero en forme olympique depuis quelques semaines, tandis que l'Anglais Raheem Sterling s'est lui offert un doublé dans cette rencontre à sens unique. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du club que Chelsea encaisse 6 buts. Tottenham, de son côté, s'est imposé 3-1 face à Leicester, malgré l'absence de ses deux stars, Harry Kane et Dele Alli. Résultat des courses au classement, c'est un trio qui se dessine dans la lutte pour le titre. Manchester City garde la tête du classement, avec néanmoins un match de plus que Liverpool. Mais attention aux Spurs de Tottenham, juste derrière. Et l'explosion de Chelsea hier a fait les affaires de Manchester United. Toujours invaincu depuis 11 matchs, United est désormais 4e du championnat et semble inarrêtable. Et cela de quoi inquiéter son futur adversaire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, qui pour le coup multiplie les mauvaises nouvelles, car après Neymar, c'est l'attaquant uruguayen Edinson Cavani qui manquera le choc aller demain soir face aux Red Devils en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le Matador s'est blessé en frappant son penalty lors du match face à Bordeaux hier soir. Et avant de se quitter, je vous emmène au Vietnam, au festival de Vat Co, où des hommes se disputent une grosse balle en bois. Ce sport qui date du XIe siècle servait à l'origine à entraîner les soldats. Chaque match oppose 4 équipes de 8 athlètes vêtus de ceintures aux couleurs vives. Ils s'affrontent sur un terrain pour pousser la balle en bois de 17 kg vers un trou creusé dans l'angle de chaque camp. Et c'est sur ces images sympathiques que nous allons nous quitter. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment depuis le Cameroun sur Canal 2. Retrouvez-nous sur BBC Afrique et sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à demain.